Donc nous avons ici une séquence à 3. Donc la troisième personne est un tout petit peu virtuelle puisque elle va intervenir par vidéo dans un instant, donc je la présenterai en dernier. Donc nous avons Stéphane Mala qui est ici chez lui, puisque donc titulaire de la chaire sciences de données du Collège de France. Donc Stéphane, c'est pareil, on ne le présente plus, ou alors en tout cas on me dit que je n'ai pas le temps de le présenter, puisqu'il est membre de l'Académie des sciences, il est titulaire de nombreux prix que je ne vais pas me hasarder à lister. Stuart Russell, lui, est professeur à Berkeley. Il est membre du conseil d'un certain nombre de conseils scientifiques, notamment le Future of Life Institute, le Centre pour l'étude des risques existentiels. Il est surtout extrêmement connu par tous ceux qui ont un jour étudié un peu l'intelligence artificielle, puisqu'il est donc le co-auteur du livre Artificial Intelligence, A Modern Approach, que tout le monde a lu. Et nous avons donc Joshua Bengio, qui est professeur à Montréal et qui est en particulier le directeur du Montréal Institute for Learning, ça y est, j'ai oublié ce que ça veut dire, Mila, bon, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais qui nous a proposé une intervention en vidéo. Donc nous allons pouvoir commencer par écouter Joshua Bengio, si vous pouvez lancer la vidéo. Hello, this is... Bonjour à tous, je m'appelle Joshua Bengio du Montréal et je vais vous dire quelques mots sur la recherche en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond. Comme vous le savez, eh bien, l'IA a fait de grands progrès ces dernières années. Mais nous sommes encore très loin d'une intelligence humaine, que ce soit à la fois au niveau de l'abstraction que les ordinateurs sont capables de maîtriser et au niveau de la caractère général de l'intelligence. Car les humains sont capables de comprendre de multiples aspects du monde, alors que les systèmes de pointe à l'heure actuelle sont extrêmement spécialisés. Et donc, pour se rapprocher de cette capacité à avoir une connaissance générale, eh bien, nous sommes plusieurs à envisager une hypothèse tout à fait enthousiasmante, à savoir qu'il existerait peut-être quelques principes, comme pour la physique, quelques principes qui permettraient d'expliquer notre intelligence ou l'intelligence des animaux, et donc qui nous aideraient à construire des machines intelligentes. Donc, nous connaissons déjà quelques-uns de ces principes. Par exemple, avec les réseaux de neurones convolutifs, qui sont des réseaux profonds pour les visions. Nous exploitons donc d'autres hypothèses, telles que la stationnarité pour le temps et l'espace. Alors que vous vous déplacez dans le temps ou dans l'espace, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent. Il y a un autre exemple que l'on appelle la compositionnalité, à savoir des fonctions compliquées que nous devons apprendre et que l'on obtient en rassemblant différentes pièces d'impulses qui correspondent à différentes neurones, à différentes couches. Et c'est cela qui eh bien, permet la profondeur de l'apprentissage profond. Alors, les anciens réseaux de neurones des années 90 étaient bons pour ce qui est de la reconnaissance. Mais nous avons progressé dans différentes directions depuis. Et les nouveaux réseaux peuvent gérer des structures de données beaucoup plus générales, telles que des séquences avec des données en arborescence ou des structures GRASP, ce qu'on a par exemple dans la structure du web ou ce que l'on trouve également dans la structure des molécules. Et dans mon groupe, il y a quelques années, on a pu progresser pour ce qui est des mécanismes de l'attention, ce qui a permis vraiment de progresser de manière assez impressionnante pour ce qui est de la traduction automatique, la capacité de passer d'une langue à une autre. Et on peut utiliser donc ces avancées en utilisant Google Translate, par exemple. Les mécanismes d'attention permettent d'utiliser les réseaux pour tout type de structure de données, mais également pour apprendre à faire certaines choses, ce qui peut être utile pour un certain nombre de tâches. Alors, malgré tous ces progrès, il y a encore des limites assez considérables dans les réseaux actuels. Quand on se penche sur les erreurs qu'ils commettent, eh bien, ces erreurs montrent que ces machines ont une vision très limitée du monde et surtout une compréhension limitée des causes. Et donc, pour ce qui est de mon groupe, eh bien, on s'est lancé dans deux directions pour ce qui est de la recherche, liées les unes avec les autres, pour essayer de dépasser ces limites. Alors, l'ancienne idée selon laquelle on va continuer
à améliorer l'apprentissage profond, puisque les machines pourraient apprendre d'elles-mêmes jusqu'à atteindre un certain niveau d'abstraction et comprendre les facteurs sous-jacents qui permettent d'expliquer le monde. En fait, quand on fait ça, on établit un lien entre l'apprentissage profond moderne et les concepts plus anciens. Comment est-ce que l'apprenant va découvrir des informations sur ces causes ou ces facteurs explicatifs? Et nous pensons que le fait d'interagir avec le monde et l'environnement est un ingrédient clé. Pour que l'apprenant doit pouvoir explorer le monde afin de déterminer, d'identifier les relations de cause à effet et pouvoir donc modéliser le monde et prévoir quelle sera l'évolution du monde à l'avenir à un niveau d'abstraction élevé, ce qui va permettre donc la planification. Donc il faut combiner différents types d'apprentissage, apprentissage profond et d'autres également. Et pour conclure, j'aimerais souligner une fois de plus qu'il est important de discuter des aspects sociaux de l'IA, parce que ces techniques sont d'ores et déjà très puissantes et vont l'être encore plus. Et donc, elles pourraient être utilisées à mauvais escient par certains. Alors, l'on pourrait décider de réfléchir et d'agir collectivement et pour mettre l'intelligence artificielle au service de tous. C'est le choix, c'est qui nous appartient. Alors, on voit bien que même quand on parle des fondements et par les gens qui ont inventé ou réinventé, donné une nouvelle impulsion à l'intelligence artificielle, on voit bien que ces questions derrière de l'usage qui va en être fait sont très présentes. Alors, je voudrais augmenter la difficulté du défi. Tout à l'heure, Justine Cassel, Laurence de Villers avaient 10 minutes pour nous parler de l'intelligence humaine. Donc là, je vais vous donner 3 minutes pour expliquer ce que c'est que l'apprentissage de machine et en particulier les réseaux de neurones. Alors, je vais peut-être commencer en essayant un peu de démystifier cette idée un peu étrange d'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de techniques développées, mais il faut bien voir qu'au cours des 10 dernières années, l'explosion de l'intelligence artificielle est due à ce qu'on appelle l'apprentissage par ordinateur. Et comment fonctionne l'apprentissage par ordinateur? Le but, c'est d'être capable de répondre à une question qui a été posée à partir de données. Donc, par exemple, reconnaître un animal dans des images ou être capable de faire un diagnostic à partir, par exemple, de données biomédicales. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? L'idée, c'est que vous avez un algorithme, c'est-à-dire une séquence d'instructions, qui a une particularité, c'est qu'il inclut un très grand nombre de paramètres qui ne sont pas fixés à l'avance. Et ces paramètres sont fixés dans la phase d'apprentissage. Dans cette phase d'apprentissage, on va donner des exemples à l'algorithme, et l'algorithme va essayer d'optimiser ces paramètres de façon à ne pas faire d'erreur sur les exemples, c'est-à-dire pour telle image pour laquelle il sait que c'est un chat, eh bien, réaliser que c'est un chat ou un chien, etc. Et évidemment, le but de tout cela, c'est de pouvoir généraliser, c'est-à-dire que l'algorithme soit ensuite capable de faire trouver une bonne réponse pour des données qu'il n'a jamais vues auparavant. L'idée pour faire ça, c'est qu'en fait, l'algorithme trouve une forme de régularité à l'intérieur des données qui lui permet d'extrapoler, donc de trouver la réponse dans des endroits qu'il n'a jamais vus. L'idée n'est pas plus compliquée que celle qui va vous amener, par exemple, à mesurer la taille de votre enfant chaque année, puis ensuite de tracer une courbe qui va vous permettre de connaître approximativement la taille de votre enfant à n'importe quel moment de son enfance. Tracer cette courbe, c'est quelque chose de très simple. Eh bien, les algorithmes font essentiellement ce genre de choses, sauf qu'il y a une grande difficulté, c'est qu'ils fonctionnent à partir d'un très très grand nombre de variables. Si vous prenez une image, eh bien une image a typiquement de l'ordre d'1 million de pixels, et donc il va falloir être capable de trouver ces sources d'irrégularité parmi ces millions de variables, et c'est là-dessus que porte la recherche pour développer des algorithmes. Alors, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été développés, et récemment, en particulier, Joshua Bengio en a parlé, les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones ont des paramètres qui sont organisés en couches et qui sont reliés par des réseaux d'interaction. En particulier, Yann Lequin a développé au cours des années 90 des structures particulièrement profondes. Et la grande surprise là-dessus, c'est que ces réseaux de neurones sont capables de généraliser particulièrement bien, particulièrement précisément. Et il y a là, actuellement, un grand mystère mathématique pour comprendre le pourquoi de cette généralisation. Stuart.
So the kind of learning. Alors, le type d'apprentissage dont Stéphane vient de parler, alors mes excuses pour la langue dans laquelle j'ai choisi de parler, mais je pense que vous me serez très reconnaissant de choisir l'anglais plutôt que le français, nous dit l'orateur. L'idée, c'est l'apprentissage supervisé. Joshua a également parlé de l'apprentissage renforcé, qui sont très communs dans le monde réel lorsque les êtres humains apprennent à faire un certain nombre de choses. Prenons l'exemple des échecs. Si j'apprends à jouer aux échecs, personne ne va me dire à chaque étape « Ouais, tu as fait le bon choix, tu as fait le mauvais choix, tu as fait le bon choix ». Non, je joue contre Kasparov, je perds. Et voilà ce que l'on appelle une récompense négative. Et c'est une reconnaissance positive, bon, assez insignifiante pour Kasparov. Mais si on continue, si je poursuis ma méthode et que je continue de jouer avec ce système de récompense, positive ou négative, eh bien, en fin de compte, peut-être que je peux apprendre à effectuer cette tâche correctement. Ça peut être monter à bicyclette, ça peut être apprendre le français. Mais finalement, on reçoit très peu de retours. Lorsque l'on apprend, dans la phase d'apprentissage, en fait, ce que l'on fait, c'est essayer dans le monde réel et voir comment les choses se passent au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Lorsque l'on voyage, qu'on va dans un nouveau pays, qu'on va dans un restaurant, qu'on découvre des nouveaux produits et des nouveaux plats, peut-être qu'on va vous dire comment ça s'appelle, mais vous, finalement, c'est un concept nouveau pour vous que vous apprenez sans avoir de retour immédiat de la part d'un superviseur quelconque qui vous dise voilà, ça c'est un exemple. Non, c'est l'expérience de la vie que l'on se fait au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître notre environnement en intégrant un certain nombre d'informations et de perceptions. Et donc ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Et une analyse mathématique très simple des données que l'on perçoit du monde extérieur nous dit que finalement tout l'apprentissage, ou presque tout l'apprentissage d'un être humain, c'est une combinaison d'apprentissage renforcé et d'apprentissage non supervisé. Pour l'instant, notre compréhension de l'apprentissage non supervisé est assez limitée. Donc on sait qu'il y a eu un saut ou un pic ou un réveil brutal du volcan il y a quelques années, avec l'arrivée du deep learning. On a entendu parler de AlphaGo, justement, sur le jeu de Go. Et puis, après, il y a AlphaGo 0. Il y a des étapes successives qui ont été franchies. Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé, finalement, ces quelques dernières années? Stuart? So one point I'd like to make. Alors, pour commencer, concernant ces évolutions, presque révolutions dont vous avez parlé, du point de vue du laboratoire, c'est très très différent. C'est-à-dire que toutes ces techniques ont pris des dizaines d'années à être conçues. Par exemple, la méthode utilisée par AlphaGo pour apprendre à jouer au Go correctement a en fait été présentée pour la première fois à la fin des années 50 par Arthur Samuel avec un programme qui apprenait à jouer aux dames. Et au fur et à mesure, ce sont des algorithmes qui ont été améliorés, des représentations qui ont été améliorées jusqu'au moment où on a dépassé ce palier qui nous a permis de toucher, d'accéder aux consciences publiques. Et c'est arrivé avec Kasparov quand il a perdu contre Deep Blue. Ça n'était pas une révolution pour nous, c'était simplement la suite logique des progrès effectués dans le laboratoire depuis des dizaines d'années. Et c'était en 97 qu'on a vraiment atteint ce palier où c'était compréhensible pour les êtres humains, mais pour nous, Deep Blue n'a pas vraiment été une révolution à proprement parler. Et c'est un phénomène assez commun, assez habituel. Ce que l'on observe en ce moment, ce sont des applications d'apprentissage profond qui sont en fait le fruit de dizaines et dizaines d'années de travail et de recherche dans les laboratoires qui franchissent différents paliers. L'un d'entre eux, c'est la reconnaissance de la parole, qui aujourd'hui est extrêmement utile. À l'époque, c'était vraiment une catastrophe, surtout si vous aviez un accent britannique, puisque la plupart des systèmes étaient formés avec l'accent américain. Pour moi, par exemple, à titre personnel, c'était inutilisable pendant très longtemps. Je suis certain que les Français ont eu le même type d'expérience. Et aujourd'hui, tous nos téléphones ont des systèmes de reconnaissance de la parole extrêmement pointus. Et donc, une fois de plus, on a franchi ce palier. On est passé d'un outil de recherche, un prototype de recherche, à un outil que tout le monde utilise. Alors, par exemple, moi, je dois, comme vous tous, payer des impôts. Eh bien, j'utilise une traduction automatique pour traduire le français incompréhensible de mes dossiers de déclaration d'impôts en un anglais complètement incompréhensible aussi. Alors, bon, ça ne m'aide pas énormément, mais la traduction en elle-même est d'assez bonne qualité, pour être honnête.
ensuite, compte tenu des évolutions dans la vision des ordinateurs et la vision informatique, on observe aussi des évolutions comme la voiture autonome. Mais en fait, c'est en 88 qu'on a eu la première voiture autonome en Allemagne et on a amélioré constamment la technologie qui permettait d'avoir ces voitures avec l'apprentissage de machines et d'autres techniques. Et on arrive au point où certaines entreprises se portent très bien avec les voitures autonomes et elles se rapprochent d'un niveau d'autonomie, de performance et de sécurité qui rendrait presque ces voitures utilisables par les utilisateurs lambda. Un éclairage un peu différent. Je n'ai pas complètement, comme Stuart, l'impression que c'est business as usual. Il y a eu un phénomène fondamental, ça a été l'acquisition de masses considérables de données, l'accélération énorme de vitesse de calcul des ordinateurs qui ont effectivement permis de passer un seuil. Et le résultat est que ces algorithmes fonctionnent beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Personne dans notre communauté essentiellement imaginait que 5 ans plus tard, il y aurait des algorithmes capables de reconnaître des visages mieux que l'humain. Des voitures qui effectivement circuleraient dans la ville de façon autonome. La plupart anticipaient ça peut-être dans 50 ans, mais certainement pas comme étant quelque chose au présent. Et donc il y a eu véritablement une accélération, notamment due aux masses de données, capacité de calcul, mais aussi à la recherche qui effectivement a permis de comprendre beaucoup mieux les algorithmes. Cette accélération fait que finalement ce domaine va bien au-delà de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça concerne aussi des applications en physique, la ministre l'a mentionné, mais aussi potentiellement en sociologie. Donc on a une gamme d'applications qui devient beaucoup plus large et les enjeux actuellement de la recherche dans ce domaine, du coup, ne touchent plus que quelques applications, mais touchent essentiellement énormément de branches de l'économie. Alors peut-être on peut se poser la question maintenant de ce qui reste à faire. Yann Lequin disait tout à l'heure, on n'en est qu'au début, c'est-à-dire que voilà, nos systèmes dits intelligents n'ont en fait même pas le sens commun d'un chat ou de, je ne sais pas quel animal on pourrait prendre, une araignée pour faire plaisir à Cédric Villani. Donc quelles sont les directions que vous voyez? Bien sûr, il ne s'agit pas de prédire le futur, mais votre sentiment sur les enjeux actuels en termes scientifiques et de recherche. Et j'aimerais bien en profiter pour rebondir sur ce que disait Stuart, qui est la question du biais, c'est-à-dire les algorithmes de reconnaissance de la parole qui sont produits ou entraînés sur des données avec des locuteurs qui parlent avec la façon de parler américaine et qui du coup ne sont pas adaptés directement à simplement d'autres accents, sans même parler d'autres langues. Et donc, alors, on pourrait se dire que c'est simplement une question d'avoir plus de données, mais bien entendu, juste accumuler les données ou imaginer qu'on aura toutes les données nécessaires pour apprendre de façon supervisée, je pense que ça ne marche pas. Donc, je pense que cette question de biais est très importante, mais d'une façon générale, ce que l'on voit maintenant, c'est la nécessité de ce qu'on appelle ouvrir la boîte noire, ce qui était d'ailleurs mentionné dans le rapport de Cédric. Et derrière cette idée d'ouvrir la boîte noire, il y a, disons, deux grands problèmes un peu différents. Le premier problème, c'est de comprendre pourquoi ces algorithmes vont généraliser efficacement et quand est-ce qu'ils vont faire des erreurs. Et ça, évidemment, c'est complètement crucial pour des applications critiques comme la voiture autonome, comme le domaine médical. Or, il faut bien réaliser, et Yann l'a mentionné, qu'actuellement, on est dans une phase essentiellement de développement expérimental et les mathématiques sont un peu loin derrière, qui fait qu'on a du mal à bien maîtriser, non pas les algorithmes, les programmes on les comprend bien, mais la précision des réponses de ces algorithmes, la raison étant, encore une fois, qu'il y a énormément de variables. Et là, l'enjeu, ce n'est pas un enjeu de comprendre l'intelligence, mais c'est un enjeu de comprendre la géométrie de ces variables, autrement dit, les statistiques de ces variables. Et ce sont des problèmes qu'on sait être très difficiles, car ce sont essentiellement les mêmes problèmes qu'on rencontre en physique, par exemple en dynamique de fluide ou pour comprendre les propriétés des matériaux. Donc on sait que ça va prendre du temps, il y a beaucoup de recherches fondamentales là-dessus. En même temps, c'est très très important pour s'assurer que ces systèmes vont être fiables et notamment, par exemple, pour comprendre l'effet que des biais peuvent avoir sur les données en faussant les réponses. Mais il y a un deuxième aspect derrière cette idée d'ouvrir la boîte noire, c'est d'être capable d'expliquer le pourquoi
du résultat. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'un algorithme va obtenir tel résultat? Alors ça, c'est très important pour de nombreuses raisons. D'abord parce que ça permet de structurer la connaissance et donc potentiellement de pouvoir fonctionner avec beaucoup moins d'exemples. Si vous avez besoin, par exemple, de rencontrer, disons, 1000 fois un lion dans la savane pour pouvoir reconnaître un lion, vous avez peu de chances de survivre. Et de toute évidence, il va falloir fonctionner avec beaucoup moins de données, donc, d'une certaine manière, comprendre potentiellement des liens de causalité. En même temps, il faut se rendre compte que lorsqu'on a des problèmes qui sont très complexes, cette notion de causalité commence à se diluer. Si par exemple, je vous dis, dans une semaine, il va faire beau à Paris, et je vous demande pourquoi, il n'y a pas de réponse simple. C'est des milliards de variables qui vont interagir, et si vous essayez de réduire ça à une ou deux raisons, en fait, vous allez raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le vrai phénomène. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en sciences sociales, en sociologie, en philosophie, le fait que la capacité de trouver des explications causales lorsqu'on a des phénomènes qui sont très complexes est quelque chose qui est très difficile, voire potentiellement impossible. Et donc, il y a là tout un champ de recherche. Il y a des cas où la notion d'explication causale peut être trouvée assez facilement. J'approche un briquet contre ma peau, donc je vais me brûler. Mais il y a des cas, les cas complexes, et ça peut être le cas dans des problèmes de juridiction, ça peut être le cas dans des problèmes de médecine, où il faut en même temps comprendre qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et donc savoir réagir par rapport aux erreurs potentielles de la machine, notamment, et je pense que c'est très important ce que dit François, par le fait que les données au départ peuvent complètement biaiser le résultat de la machine. Autrement dit, le résultat de la machine n'est pas toujours précis. Peut-être Stuart, je pense, aura un point de vue aussi un peu différent là-dessus. So I think I want to... Ce que j'aimerais faire, c'est reprendre et insister sur quelque chose qu'a dit Joshua, c'est-à-dire que nous en sommes encore loin. Nous sommes encore loin du niveau d'intelligence humaine avec ce type de système d'apprentissage profond. Et l'un des symptômes de cela, c'est le type d'erreur que font les ordinateurs. Prenons l'exemple de Google, par exemple, qui travaille très bien à illustrer ses propres échecs. Ils ont montré une très belle image d'un panneau de signalisation dans la rue qui dit interdiction de stationner, il me semble, et c'est décrit par Google comme un frigo rempli de nourriture et de boissons. Alors en voyant cela, on se rend bien compte que bien qu'il y ait des exemples très frappants de reconnaissance, ça n'est pas toujours une question, ou en tout cas ça n'est presque jamais, ou jamais une histoire de compréhension de l'image que l'on perçoit comme le fait l'être humain. Et ça revient à cette explication qui est qu'on ne sait pas vraiment ce que font les réseaux. On ne sait pas pourquoi ils sont aussi performants qu'ils le sont en termes de précision. Mais ce qui ressort assez clairement et qui est assez évident, c'est qu'il existe dans ces systèmes et ces réseaux d'apprentissage profond et ces algorithmes, qu'il existe un manque. Ils n'ont pas la capacité qu'on peut avoir en français, en anglais ou même dans des langages de programmation. Et l'une des hypothèses que l'on pourrait écrire en une page en français, en anglais ou en page de langage de programmation, devrait utiliser des millions de pages en langage de circuit. C'est ce qui signifie que ces systèmes basés sur des circuits ne peuvent pas apprendre ces concepts à partir d'un nombre raisonnable d'exemples. Et par conséquent, on assiste là peut-être aux limites de ce que l'on peut faire avec ces systèmes basés sur des circuits, ces systèmes de circuits. Parfois, il ne faut que 1 million d'exemples. Pour d'autres tâches, il faut peut-être 1 milliard, et pour d'autres, 1 milliard de milliards de milliards. Et donc, on n'a pas assez d'informations dans l'univers pour fournir suffisamment d'exemples à ces systèmes d'apprentissage. Ça, c'est l'une des étapes principales à franchir. C'est s'éloigner de ces langages par circuit à des systèmes beaucoup plus expressifs de langage, qui hériterait peut-être des propriétés du langage et des formules mathématiques, tout en gardant une certaine souplesse, une certaine élasticité dont font preuve les systèmes d'apprentissage profond. Autre capacité qui semble être inexistante dans les systèmes d'apprentissage actuels, c'est la capacité à savoir.
un certain nombre de choses. Les êtres humains savent certaines choses et à partir de nos connaissances, nous construisons des raisonnements pour comprendre d'autres choses. Et ça, c'est quand même essentiel. C'est l'essence de ce que l'on conçoit comme l'intelligence, à proprement parler. Et pour l'instant, on ne peut pas dire de nos systèmes d'apprentissage qu'ils sachent quoi que ce soit. Ils n'ont pas ce système de connaissance, de raisonnement à partir de connaissances pour déduire de nouvelles informations. Ça ne veut pas dire que c'est un problème insoluble, c'est simplement la réalité et les limites de notre compréhension. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas effectivement les structures qui sont apprises au-delà des millions de coefficients qui sont appris. Et là, ce sont vraiment des enjeux de recherche mathématique qu'il y a derrière cette notion de quelle est la connaissance qui est acquise par ces réseaux. Bien, je voudrais vous remercier tous les deux parce que je pense que le public sera d'accord pour dire que c'était limpide.